Bonjour à tous, nous sommes ravis de continuer avec vous cette série de vidéos sur le retour des publications CSRD. Aujourd'hui, on va parler de climat. C'est donc la 5e vidéo qui fait suite à la dernière sur gouvernance et contrôle interne. Alors allons-y, parlons climat. Aujourd'hui, nous allons comme d'habitude commencer par quels sont les points à retenir, un executive summary. Ensuite, on déroulera des focus détaillés, évidemment avec quelles sont les pratiques qu'on a observées en termes de présentation sur le reporting climat. Et puis, on continuera avec pas mal de points d'attention sur ce reporting climat. On terminera évidemment avec les perspectives et de simplification et quelques perspectives opérationnelles. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, on a une vision de ce benchmark européen avec des tendances sur les publications européennes avec un grand nombre de groupes concernés. Ensuite, on a aussi essayé de vous faire des perspectives françaises avec un benchmark plutôt issu du CAC 40 et du Next 20. Et puis, comme d'habitude, nous avons essayé d'illustrer pour que tout soit concret avec un certain nombre d'extraits de rapports d'entreprise pour venir préciser des messages. On va commencer par l'essentiel. Je vais me tourner vers mes collègues. Alors du coup, Marion, est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens des chiffres clés sur le changement climatique ? Oui, alors premier constat assez sans surprise, puisqu'on se rend compte que 99% des entreprises de notre panel donc européen de 250 entreprises ont au moins un impact, risque ou opportunité lié au changement climatique. Si on s'intéresse très rapidement aux sous-thématiques, on se rend compte que les 3 thématiques sont concernées, avec néanmoins une prédominance pour l'atténuation au changement climatique. Tous ces chiffres, vous pourrez les retrouver sur notre outil qui est disponible donc à vous tous sur Internet et qui reprend les résultats de notre étude européenne. Si on continue en termes de messages clés, donc bien sûr, je viens de le dire, la quasi-totalité des groupes estiment que le changement climatique est matériel pour eux. Si on regarde les typologies d'impact, risque ou opportunité, c'est en définitive le SRS, le thème qui vient faire appel au plus de risques ou au plus d'impact négatif. Puisqu'en effet, on a entre 1 et 3 risques financiers pour chaque entreprise et entre 2 et 3 impacts négatifs. Peut-être un constat également qu'on peut noter sur ces typologies d'IRO, c'est que finalement, on retrouve des impacts sans risque et opportunités associés chez un certain nombre des entreprises de notre panel. Et enfin, en termes de scope 3, des catégories ont généralement été présentées de manière assez importante, tous secteurs d'activité confondus. Et il s'agit de voyages d'affaires, achats de biens et services et déplacements, domicile, travail des salariés. Alors Olivier, tu as aussi des messages ? Effectivement, au niveau de l'étude française, en fait, on s'aperçoit que 85% des entreprises ont publié un plan d'adaptation avec l'ensemble des entreprises qui ont publié des informations relatives à ces leviers. La présentation peut varier, on y reviendra. La plupart des entreprises ont fourni des graphiques pour illustrer les leviers. Et enfin, les informations financières sont fournies par 85% également des entreprises. Donc, on a globalement un très bon score au niveau du benchmark français également. On continue du coup, Olivier, avec d'autres points à retenir ? Alors, effectivement, si on passe aux aspects quantitatifs, 91% des entreprises françaises ont publié des informations sur la réduction des émissions pour les scopes 1 et 2 et à peu près la même valeur, 89% sur le scope 3. Un grand nombre donc ont publié une trajectoire et 78% des entreprises ont même fait valider leur trajectoire dans tous les cas avec la SBTi. Le net zéro également a retenu les faveurs de 65% des entreprises. Alors, ces entreprises communiquent sur le net zéro. On n'a que en fait 56% qui ont réellement une cible net zéro. Enfin, si on revient sur le scope 3, 95% des entreprises calculent ce scope 3, ce qui n'est pas très étonnant car il représente en moyenne 92% des émissions carbone. Alors, on a été assez vite sur cet executive summary, c'est normal, c'est parce qu'on va revenir point par point dans le focus détaillé sur ces éléments, en rentrant dans les chiffres, en rentrant dans les constats et également dans les illustrations. Alors, on rentre dans cette partie focus détaillé. Donc, la première partie, c'est évidemment, est-ce que l'entreprise publie un plan de transition en lien avec le changement climatique ? Du coup, pour ça, je vais passer la parole à Marion. Alors, quels sont les chiffres, Marion ?
Alors, les rappels des chiffres que Olivier a rapidement évoqués. En Europe, donc sur notre panel de 250 entreprises, on va avoir 3/4 des entreprises qui ont décrit leur plan de transition au sein de l'état de durabilité. Si on passe en France, ce pourcentage passe à 85% des entreprises. On note toutefois que lorsque un plan de transition n'est pas formalisé dans son ensemble, 100% des entreprises ont au moins identifié des leviers de décarbonation, des plans d'action, mis en place des actions et ou défini certaines cibles en lien avec la transition. Alors, on va rentrer dans des illustrations. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que ces informations sur les plans de transition, elles ont été formalisées? Olivier, tu en as vu quand même pas mal. Est-ce que tu as des bonnes idées à nous partager? Alors effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui ont validé complètement l'exercice, notamment Valeo, qui présente en 4 pages un plan de transition complet, bien illustré, et qui renvoie sur le reste de la norme E1 les informations pour les lecteurs qui veulent plus de détails. Engie également a réalisé un plan très complet, un peu plus succinct, avec un peu plus de renvois vers le reste de la norme. Et enfin, Ruby également a coché toutes les cases du plan de transition, mais elle a plutôt réalisé une sorte de fléchage en fait, en renvoyant systématiquement sur différentes parties de la norme. Alors, effectivement, on continue avec un petit caveat. Donc, les pratiques qu'on partage, c'est évidemment des constats factuels. Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais jugement de valeur. Donc, on continue avec la prochaine question. L'entreprise, est-ce qu'elle présente sa trajectoire avec les différents leviers de décarbonation? Quel est le niveau de détail, Olivier? Qu'est-ce que tu retiens? Alors effectivement, on a beaucoup d'informations sur les leviers. On a également une quantification, donc une contribution au levier qui est indiquée. Par contre, ce qui manque d'une façon générale, c'est le détail des actions par levier qui est beaucoup moins présent dans les informations. De plus, le calendrier n'est pas toujours indiqué sur la mise en œuvre concrète de ces actions. Alors, premier bon exemple, en quelque sorte, Bouygues, qui présente à la fois ses émissions de gaz à effet de serre sur l'année de référence qui leur est propre 2021, puis les années de l'année passée 2024. Et petit à petit, avec un business as usual, on voit comment l'ambition en fait, de l'entreprise va permettre, levier par levier, de réduire ses émissions pour arriver à la valeur cible 2030, on l'espère en tout cas en 2030. Voilà. Autre exemple, EDF fait la même chose en détaillant bien et a également, entre l'année de départ et l'année 2024, précisé les actions déjà réalisées pour compléter l'action à la fois sur Scope 1, 2 et sur Scope 3. Veolia également présente une quantification des réductions attendues au niveau de chacune de ces divisions. Et c'est ça le cas particulier de Veolia, c'est d'avoir ce détail complémentaire par rapport aux 2 exemples précédents qui permet de voir finalement qui est à la manœuvre de ces réductions. Air Liquide également présente les leviers, les actions et les facteurs clés de succès qui vont lui permettre, si tout est favorable d'un point de vue économique, d'arriver à réduire ses émissions et à atteindre la réduction attendue d'ici 2035. Également, Air Liquide présente les catégories visées par ces leviers dans le scope 3. Donc, on voit exactement à quel chapitre on se réfère lorsqu'on parle de levier. LVMH, levier, action, réduction et en plus le calendrier de mise en œuvre des actions qui est également une bonne pratique. Eiffage a pour particularité de nous faire pénétrer dans leur prise de décision finalement des leviers pertinents puisqu'on voit la priorisation, comment elle a été choisie en fonction de la faisabilité et le pourcentage de réduction effective que ce levier peut engendrer. Enfin, Carrefour, en fait, présente à partir d'un business as usual l'empilement des différentes réductions attendues par les leviers pour arriver finalement à dépasser les objectifs attendus en 2030 et 2040. Alors merci Olivier, c'était quand même assez complet en termes d'illustration. Donc on va pousser un petit peu dans le deuxième point d'attention. Donc quel est le niveau d'information donné concernant les investissements et les financements? Parce que c'est bien d'avoir des leviers évidemment, mais derrière on met combien sur ces histoires de leviers? Donc Marion, je te passe la parole. Déjà, qu'est-ce que tu retiens en termes de chiffres?
Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 76% des entreprises qui ont donné des informations, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, sur les investissements nécessaires à la mise en œuvre des plans d'action ou des actions prévues pour atténuer le changement climatique. Parmi ces entreprises, finalement, on est agréablement surpris puisqu'il y a quand même 3/4 des entreprises qui ont complété des descriptions qualitatives par des montants chiffrés, que ce soit des budgets alloués, des montants déjà dépensés, mais on retrouve du coup de l'information quantitative. Rarement un montant global non dédié au plan. Et enfin, on a 46%, donc près de la moitié des entreprises qui font référence et qui font un lien avec les indicateurs, donc principalement CAPEX, présentés au titre du règlement européen taxonomie. Premier exemple, Legrand, qui fournit les informations relatives aux CAPEX et aux OPEX pour l'année 2024 et pour les années qui viennent. Legrand fait également le lien avec la taxonomie. EDF fait pareil, chiffre 2024, chiffre CAPEX 2025-2027, avec en plus la précision des répartitions par levier. Schneider fournit CAPEX et également OPEX 2024 et pour les prochaines années. Enfin, un exemple qui est un peu moins à suivre, puisqu'on a eu un certain flou entre un moment dans le rapport sur la norme. En fait, on avait un certain montant qui figurait sur les investissements liés à la transition. Et un peu plus loin, on s'aperçoit que finalement, ce montant doit être en fait compris entre deux grandes parties. Une partie qui est vraiment dédiée à la transition énergie et l'essentiel qui finalement est alloué au business as usual, donc qui finalement n'est pas qualifié vraiment d'investissement pour la réduction des émissions. Alors Marion, passons maintenant au sujet spécifique des financements. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les entreprises qui ont utilisé des green bonds ou des sustainability linked bonds ? Oui, alors ici, on s'intéresse plus particulièrement aux entreprises du secteur de l'industrie et des services. Donc, on indique ici entreprises corporates. Sur ce panel d'entreprises, on a 40% d'entre elles qui indiquent dans leur document d'enregistrement universel utiliser des outils de type vert, donc Green Bond ou Sustainability Linked Bond. Et parmi elles, on a un peu plus de la moitié qui viennent le rappeler au sein de l'état de durabilité dans les parties liées au financement. Alors, on continue. Maintenant, on va s'intéresser aux cibles de réduction des émissions. Donc, est-ce qu'on a fait des cibles sur le scope 1, sur le scope 2 ? Est-ce qu'on a bien du scope 3 dans les cibles ? Alors, du coup, Marion, déjà, quels sont tes constats en termes de chiffres ? En termes de chiffres ici, donc au niveau européen, on a près de 70% qui ont présenté des cibles liées aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. En France, ce chiffre passe à 91% des entreprises qui publient des cibles, notamment sur les scopes 1 et 2. Alors, on précise ici, parce qu'il y a une légère diminution si on s'intéresse aux cibles sur le scope 3, mais on reste quand même autour de 90%, ce qui est une très bonne statistique. Et donc, parmi les entreprises, encore une fois, du secteur de l'industrie et des services, toutes ont défini une cible scope 1 et 2. Et donc, on a seulement 4% qui n'ont pas de cible sur le scope 3. Ok, donc ça, c'est pour les cibles. Les trajectoires, du coup, ton constat, c'est qu'elles ont été validées ou pas ? Alors, le constat, c'est qu'elles sont globalement validées, en effet, puisqu'on a 70% des entreprises qui ont fait valider leur trajectoire et toutes ont fait référence à la bien connue Science Based Target Initiative, donc la SBTI. Voilà. Olivier, du coup, est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu dans le détail ? Est-ce que ça porte sur le scope 1, 2, 3 ? Est-ce qu'on est sur quel type de scénario, etc. Alors, premier exemple, Dassault Systèmes, qui fournit tout l'état de sa relation avec SBTI. Depuis 2019, son année de référence, les différentes validations et revalidations, les scope 1 et scope 2 qui l'engagent jusqu'en 2027 sur des cibles de réduction. Et l'émetteur fait bien la part des choses avec des engagements en 2040 qui ne sont pas SBTI, ce qui figure bien, et donc la transparence est bien respectée pour cette entreprise.
Pour Sanofi, autre exemple, là on a relevé en fait une bonne pratique en termes de clarté dans les objectifs, puisqu'on a bien un tableau de synthèse avec les objectifs court terme, un peu plus long terme, sur les différents scopes, avec les niveaux d'ambition et la mention claire que l'objectif est validé par la SBTI. Et on a d'autres objectifs qui sont indiqués et on voit bien qu'ils sont en plus et qui sont hors SBTI. Alors, on continue maintenant avec la notion de cible net zéro. Marion, quels sont les chiffres ? Alors sur le net zéro, on va retrouver 65% des entreprises qui utilisent la terminologie net zéro ou zéro émission nette au sein de l'état de durabilité, que ce soit pour la trajectoire, l'ambition, un engagement. Donc voilà, de quelque manière que ce soit. Plus précisément, si on s'intéresse maintenant aux cibles net zéro ou aux objectifs net zéro, ce pourcentage, il passe à 56%, donc il est un petit peu plus faible. Et si on va encore un tout petit peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse aux cibles net zéro telles que souhaitées par la norme, c'est-à-dire couvrant 90 à 95% des émissions de gaz à effet de serre et intégrant les scopes 1, 2 et 3, on est à 80% de ces 56% qui donc sont en ligne avec les exigences de la norme. Premier exemple pour EDF. Tout à fait en ligne avec la CSRD, d'ailleurs EDF le mentionne, 90% de réduction prévue d'ici 2050 sur les scopes 1, 2, 3, et le reste étant couvert par la neutralisation d'émissions résiduelles par des puits de carbone à haute intégrité. Legrand est à peu près sur la même ligne et indique en plus que ces cibles ont été validées par la SBTI. Merci Olivier. Alors là, on rentre dans un sujet qui est un petit peu compliqué, qui est est-ce que finalement tu as vu des entreprises qui comparaient leur ambition avec une trajectoire sectorielle ou transsectorielle et qui avaient des visuels sympas pour le faire? Donc qu'est-ce que tu retiens déjà? Et puis ensuite, tu vas nous montrer des exemples. Alors effectivement, beaucoup d'entreprises en fait annoncent qu'elles sont compatibles avec l'accord de Paris. Par contre, on note là, par rapport à d'autres sujets où sur la norme on a pas mal de bonnes pratiques, peu d'entreprises en fait font une réelle comparaison avec les trajectoires, qu'elles soient globales ou sectorielles. Quand elles le font, quand il y a vraiment une comparaison, ce sont les trajectoires dites transsectorielles qui sont proposées par SBTI qui ont été le plus utilisées. Premier exemple, Engie, au niveau groupe global, se compare, en tout cas jusqu'à 2024, avec l'évolution prévue dans les trajectoires transsectorielles SBTI 1,5 et well below 2 degrés. Engie encore, pour le secteur power, utilise cette fois-ci en fait les grilles du secteur power de SBTI 1,5 ou well below 2 degrés pour comparer sa performance avec ses trajectoires sectorielles. Deuxième exemple, EDF, là utilise en fait les trajectoires IEA propres au secteur power. Alors maintenant, on va rentrer dans le gros sujet du scope 3 et des estimations. Donc Marion, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu constates sur le niveau de transparence ? Alors, on constate que la quasi-totalité des entreprises, puisque 98% publient leur total scope 3, et parmi ces entreprises, en effet, ce scope 3 représente 92% de leur empreinte carbone, donc c'est assez sans surprise qu'elles le publient de manière tout à fait transparente. En termes de catégories, puisque le détail des catégories était requis, on constate que 89% des entreprises présentent la catégorie 1, et là encore, c'est assez en ligne avec des constats généraux que cette catégorie 1 représente la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Air Liquide a bien insisté en fait sur la méthodologie qu'ils ont utilisée pour calculer les facteurs d'émission scope 1, scope 2, scope 3. Et lorsqu'ils avaient plusieurs sources bibliographiques possibles, ils ont indiqué leur ordre de préférence. Donc là aussi, une transparence très bonne pour le lecteur et qui permet de comprendre comment ils ont réalisé leurs calculs. Alors Kering fait la part des choses entre les données d'origine physique et les données d'origine de dépenses monétaires et indique in fine globalement sur son empreinte carbone la part qui incombe aux données physiques et celle qui provient de dépenses monétaires. Lié à ce choix-là, effectivement des incertitudes sont inhérentes et Kering en fait état dans la partie dédiée aux incertitudes. Vinci également présente l'existence de ces incertitudes et va un peu plus loin en quantifiant le niveau d'incertitude associé à ces émissions.
Enfin, Imerys, pour chacune des catégories pertinentes du scope 3, fournit la méthodologie utilisée pour calculer ces émissions. Alors, on va changer de sujet. On a le sujet des effets financiers anticipés. On voulait quand même vous partager quelques éléments. Donc, c'est quelque chose qui est progressif, mais malgré tout, Marion, tu as peut-être un constat à nous faire. Bon, alors le constat, c'est qu'en effet, étant soumis à mesure de progressivité, on a une grande majorité de groupes qui ont choisi de ne pas nécessairement donner des informations dès cette année. Néanmoins, on a pu relever ici, par exemple, Legrand, qui a donné des informations, y compris quantitatives, sur, donc ici, la valeur monétaire des actifs exposés à un risque physique à court, moyen et long terme. Si on passe à la slide suivante, on va trouver également le chiffre d'affaires provenant d'actifs qui sont à risque, et puis la part du chiffre d'affaires, donc voilà, à risque. Si on regarde l'exemple cette fois de Schneider, pas d'information quantitative nécessairement, mais une information qualitative assez étayée qui vient donner la part et le nombre d'actifs potentiellement à risque, que ce soit dans son processus de production ou voilà, sur le périmètre du groupe. Alors voilà pour un premier panorama des éléments qu'on avait à vous partager sur le climat. Peut-être quelques points d'attention en bref. Donc attention, les points qui peuvent alerter, c'est une couverture partielle des plans de transition. Donc soit un plan de transition qui couvre qu'une partie de l'activité ou en tout cas qui manque une activité significative, soit une exclusion d'un scope, le scope 3 pour ne pas le nommer. Les points qui peuvent nous alerter aussi, c'est des leviers non suffisamment définis. Le point important aussi qu'on a nommé, c'est le fait d'avoir des investissements qui soient bien quantifiés, du coup avec des montants qui ne soient pas trop généraux et qui, du coup, dans la mesure du possible, soient vraiment détaillés par levier. Ensuite, on a encore eu très peu, mais il faut faire attention aux utilisations inappropriées des termes net zéro, neutralité carbone, etc., qui sont vraiment bien bornés par les textes. On peut avoir un point de progrès sur la comparaison des trajectoires avec les trajectoires sectorielles ou transsectorielles qui ont été peu faits. Olivier a cité de bons exemples. On a d'autres points d'attention sur le fait d'avoir des cibles en valeur absolue, pas seulement en intensité. Et puis, le point d'attention habituel sur, du coup, attention au scope 3, que ce ne soit pas un scope 3 partiel et en tout cas d'expliquer comment est-ce qu'ils ont été calculés. Il y en aurait d'autres. On va passer à la partie perspective. Donc, dans la partie perspective, on l'a largement évoqué dans la première vidéo, et puis vous êtes tous familiers du contexte omnibus. Donc, on n'a pas vraiment de boule de cristal pour l'instant, mais il y a de nombreuses pistes de simplification qui sont lancées. Donc, on a sur la table, mais encore une fois, pas de boule de cristal, mais en tout cas, les nombreuses parties prenantes qui se sont exprimées ont continué d'évoquer cette difficulté et ce besoin de clarification des notions de compatible et de aligné. On a sur la table également une demande qui a l'air d'être entendue par la Commission européenne d'étendre les phasing in et d'identifier des quick fix sans attendre la totale refonte des normes. Voilà. Un point d'attention, c'est qu'on avait cette guidance de l'EFRAG qui avait été quasiment au bout de la validation, donc qui est publique et donc qui peut quand même servir de base de réflexion. Des réflexions qui sont sur la table et qui sont vraiment poussées par certaines parties prenantes de clarification entre les interactions entre les ESRS et le GHG protocole. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir la démarche comme elle l'était et comme l'offrait le GHG protocole. Voilà, ce qui est également sur la table, c'est une demande d'un peu plus de flexibilité sur la notion de confidentialité qui permettrait dans certains cas, ne pas donner des informations. Olivier, est-ce que tu veux nous dire un petit mot d'un point de vue opérationnel? Quel est ton mot de la fin?
Alors, on peut dire, je crois, globalement, que l'exercice a été bien transformé pour l'ensemble des entreprises sur ce module E1 changement climatique, puisqu'on a vraiment franchi une marge d'escalier par rapport au reporting précédent, ce qui a de multiples conséquences positives. À la fois en interne, on voit que l'entreprise s'est reposée des questions stratégiques sur la place du changement climatique, la lutte contre le changement climatique, et apporte plus d'informations, plus de valeur à toutes ces parties prenantes. Merci Olivier, on va en rester là pour cette vidéo sur le climat. On vous retrouve pour la prochaine sur les enjeux environnementaux.